Je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Laissez votre esprit vagabonder et remonter le cours du temps. Entendez-vous ce son caractéristique? C'est la cloche de l'école qui retentit à 4h30 précises. C'est le bruit joyeux des chaises que l'on repousse sur le vieux parquet ciré et celui du lourd cartable en cuir que l'on jette sur ses épaules avec soulagement. Mais par-dessus tout, sentez-vous cette odeur incomparable, ce parfum rassurant de pain chaud, de chocolat sucré ou de beurre fondu qui vous enveloppait dès que vous poussiez la porte de la maison. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage merveilleux au cœur de la France des années 70 et 80 pour revivre le rituel le plus sacré de notre jeunesse, le goûter. Nous allons redécouvrir 20 délices de notre enfance, 20 moments de bonheur pur que les générations d'aujourd'hui ont parfois bien du mal à imaginer. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de notre promenade, car la dernière douceur que nous évoquerons est sans doute la plus bouleversante, celle qui renferme toute la tendresse silencieuse de nos mères et de nos grands-mères. Avant de plonger dans ce délicieux festin de souvenirs, arrêtons-nous un instant sur l'époque elle-même. Dans les années 70, le temps ne s'écoulait pas à la même vitesse qu'aujourd'hui. Les journées semblaient plus longues, plus denses. Il n'y avait pas de téléphone portable pour capter notre attention, pas d'écran pour nous hypnotiser dès la sortie de l'école. Notre monde était fait de sensations réelles, de courses à perte d'haleine dans les rues du quartier, de genoux écorchés et de rires partagés sous la lumière déclinante de l'après-midi. L'attente jouait un rôle fondamental dans nos vies. Attendre la fin de la journée scolaire rendait la récompense du goûter infiniment plus précieuse. On entend souvent dire que nous avions moins de choses matérielles, que la vie était plus rudimentaire. Mais sur le plan émotionnel et sensoriel, notre richesse était immense. Le goûter n'était pas un simple encas avalé à la hâte sur un coin de table ou dans la rue. C'était un véritable rituel, une pause hors du temps, un moment de connexion profonde avec notre famille. Les mères, souvent présentes à la maison, ou les grands-mères qui nous gardaient, transformaient ces quelques minutes en une véritable déclaration d'amour, faite de gestes simples et de produits familiers. C'est cette sincérité absolue que nous allons retrouver maintenant. Commençons par le commencement, avec le geste le plus naturel qui soit pour un enfant rentrant de l'école, le fameux quignon de pain. Vous souvenez-vous de ces après-midi où votre mère vous donnait quelques pièces de monnaie pour passer à la boulangerie du quartier? La clochette de la porte d'entrée tintait joyeusement. L'air à l'intérieur était lourd, chaud et chargé de cette odeur merveilleuse de farine torréfiée et de levure. La boulangère, qui connaissait votre prénom, vous tendait une baguette encore tiède, enveloppée d'un petit rectangle de papier fin qui crépitait sous les doigts. Impossible de résister sur le chemin du retour. Vos petits doigts se glissaient vers l'extrémité dorée de la baguette. Ce premier croc dans le quignon, avec sa croûte épaisse, croustillante à souhait, et sa mie d'une blancheur éclatante et filante, était un bonheur absolu. C'était le goût de la liberté, le goût de la fin de la journée d'école. Parfois, le morceau cassé laissait s'échapper une légère fumée, tellement le pain était frais. Ce n'était que de l'eau, de la farine, du sel et du levain, mais ce quignon avalé en marchant sur les trottoirs pavés de notre enfance valait tous les festins du monde. Poursuivons avec le classique absolu, l'empereur incontesté de nos fins d'après-midi. La tartine beurrée avec son carré de chocolat. C'est l'image même du goûter traditionnel français. On prenait une belle tranche de pain, souvent issue de la grosse miche achetée la veille, à la mie dense et généreuse. On y étalait une belle couche de beurre, de préférence demi-sel, pour créer ce contraste magique. Et par-dessus, on déposait amoureusement une grosse barre ou plusieurs carrés de chocolat noir, souvent du chocolat poulain, meunier ou côte d'or. Le rituel de la dégustation était une véritable aventure physique. Il fallait enfoncer ses dents dans ce carré de chocolat dur, qui résistait d'abord, avant de céder dans un craquement sec. Puis le chocolat commençait lentement à fondre dans la bouche, se mêlant instantanément à la douceur crémeuse du beurre et à la mâche réconfortante du pain. Ce mélange des textures, le croquant, le moelleux, la rudesse du cacao amer adouci par le gras du beurre frais, créait une symphonie gustative que les enfants d'aujourd'hui, habitués aux pâtes à tartiner industrielles, ont rarement la chance d'expérimenter.
C'était un goûter qui demandait de l'effort, de la patience, mais qui récompensait au centuple. Et comment pourrions-nous oublier ce visage souriant qui a illuminé tant de nos fins de journée? Le légendaire choco-biscuit nantais, affectueusement appelé le BN. Avant qu'il ne soit suremballé dans des portions individuelles en plastique, on le trouvait souvent dans de grands paquets familiaux. La première chose que l'on faisait en le prenant dans nos mains, c'était de le regarder droit dans les yeux. Ce petit visage malicieux découpé dans le biscuit sablé semblait nous comprendre. Le jeu consistait d'abord à appuyer légèrement sur les deux biscuits pour faire doucement déborder le fourrage au chocolat par les yeux et la bouche souriante. Le biscuit lui-même avait une texture incroyable, à la fois très friable et légèrement farineuse, qui s'effritait sur nos genoux et sur le tapis du salon. Le chocolat à l'intérieur n'était pas coulant. Il formait une pâte dense, presque collante, au goût de cacao très prononcé et légèrement vanillé. Manger un BN en lisant un magazine Pif Gadget ou en regardant les émissions de Christophe Izard à la télévision, c'était s'assurer un moment de paix parfaite, coupé des soucis de l'école et de la géométrie. Lorsqu'arrivaient les mois d'hiver, que la nuit tombait tôt et que le froid mordait nos joues rouges, rien ne remplaçait la magie de la grande boîte jaune vif, le fameux Banania. Dès que nous franchissions le pas de la porte, trempés et grelottants, notre mère faisait chauffer le lait dans une petite casserole en fer émaillé sur la gazinière. Le rituel était immuable. Ouvrir le couvercle métallique de la boîte ronde, plonger la grande cuillère dans cette poudre brune qui sentait si bon le cacao mélangé à la douceur sucrée de la farine de banane. Quand on versait la poudre dans le bol de lait brûlant, il fallait tourner vite, très vite, en écoutant le tintement joyeux de la cuillère contre la faïence épaisse du grand bol. Il restait toujours quelques petits grumeaux en surface, ces délicieuses petites bulles de poudre non dissoutes que l'on s'amusait à écraser contre le bord du bol ou à aspirer délicatement. S'asseoir à la table de la cuisine en formica, entourer ce bol fumant de nos deux petites mains glacées pour nous réchauffer, et boire à petites gorgées ce breuvage épais et réconfortant, c'était comme recevoir un câlin chaleureux qui chassait instantanément le froid de l'hiver. Il existait aussi un goûter d'une humilité bouleversante, souvent préparé par nos grands-mères, surtout dans les familles où le budget était plus serré. La tartine de pain beurré saupoudrée de sucre en poudre. C'est peut-être la recette la plus simple du monde, et pourtant, elle recèle une puissance nostalgique incomparable. Prenez une belle tranche de pain, badigeonnez-la généreusement de beurre tendre, puis, avec une cuillère, laissez tomber une pluie de sucre blanc ou de cassonade sur toute la surface. Le miracle de ce goûter résidait dans le frottement sous les dents. Le sucre ne fondait pas complètement. À chaque bouchée, on entendait ce petit crissement sous l'émail de nos dents, cette texture granuleuse qui explosait de douceur sur la langue avant d'être adoucie par le beurre salé. Il fallait faire attention en la mangeant, car le sucre avait tendance à s'échapper, tombant en cascade sur le tricot que l'on portait ou sur le sol en lino de la cuisine. C'était le goûter des jours ordinaires, le goûter des mercredis après-midi pluvieux passés à dessiner ou à jouer aux petits chevaux. Il symbolise une époque où l'on savait faire des merveilles avec presque rien, où la simplicité régnait en maître. Faisons maintenant un détour par un délice plus raffiné, presque fragile. Les fameuses pailles d'or de la marque LU. Quel enfant n'a pas été fasciné par cet étui en carton élégant, qui renfermait ces petites gaufrettes dorées, si fines et si délicates. Elles étaient alignées comme de petits fagots précieux. Le rituel consistait d'abord à détacher doucement chaque paille du bloc sans la casser. Elles étaient striées, d'une légèreté déconcertante. Puis venait la dégustation. On mordait d'abord les extrémités pour sentir cette gaufrette qui fondait instantanément au contact de la langue, révélant au cœur une gelée de framboise d'une intensité fruitée incroyable. Ce goût de fruits rouges, légèrement acidulé et subtilement sucré, tapissait le palais. Elles étaient si fines qu'on avait toujours l'impression d'en manger très peu, ce qui justifiait de vider presque la moitié du paquet en une seule séance. Manger des pailles d'or, c'était ressentir une forme d'élégance enfantine, un goûter que l'on savourait lentement, en prenant soin de ramasser chaque petite miette dorée tombée sur la table avec le bout de son doigt humidifié.
La rue était aussi le théâtre de nos goûters, surtout aux beaux jours. C'est là que le fameux roux-doudou entrait en scène. Imaginez ce petit coquillage en plastique aux couleurs pastel qui remplaçait les véritables coquillages de nos parents. À l'intérieur était coulée une résine de sucre durci, souvent colorée en rouge vif, en vert ou en jaune, aux arômes vaguement fruités, mais surtout très chimiques. Le roux-doudou ne se croquait pas, il ne se mâchait pas, il s'apprivoisait. Assis sur le bord du trottoir ou sur les marches de la maison, on passait de longues minutes à frotter inlassablement cette pierre précieuse sucrée avec la langue. Parfois, les rebords du plastique de mauvaise qualité finissaient par nous irriter les commissures des lèvres, ou bien notre langue devenait râpeuse et colorée de façon spectaculaire. Mais l'effort en valait la peine. Nos doigts devenaient invariablement collants, parfumés d'un sucre parfumé à l'orange ou à la fraise de synthèse. Le roux-doudou n'était pas seulement une confiserie, c'était une activité à part entière, un compagnon de longue durée pour les longues conversations secrètes entre copains sur le chemin du retour. Rentrons à nouveau dans la maison pour retrouver une odeur qui a marqué l'inconscient collectif français. Celle du gâteau 4 quarts, et plus particulièrement le fameux gâteau Papy Brossard. Son emballage nous promettait l'amour d'un grand-père pâtissier. Quand on retirait le papier aluminium plissé qui l'entourait, une odeur très distincte de beurre, de vanille et d'un lointain arôme de rhum s'échappait. La croûte du dessus était d'un brun doré magnifique, un peu collante sous les doigts, tandis que l'intérieur arborait un jaune éclatant. Couper une tranche épaisse de ce 4 quarts était un acte de profonde satisfaction. La mie était dense, lourde, incroyablement fondante. Mieux valait avoir un grand verre de lait froid ou d'eau pour accompagner ce gâteau riche et nourrissant. Ce qui rendait ce goûter si spécial, c'était sa capacité à rassasier les ventres affamés après une dure journée d'apprentissage scolaire. Une seule tranche suffisait à redonner le sourire. On s'amusait souvent à émietter la croûte foncée en premier pour la garder pour la fin, comme un trésor sucré et caramélisé, avant d'attaquer le cœur jaune et beurré. Passons au salé, car le goûter n'était pas toujours une affaire de sucre. Rappelez-vous de la légendaire petite boîte ronde en carton, avec la tête de bovidé rouge et souriante. La vache qui rit, étalée sur une grosse tranche de pain de campagne. Le rituel de l'ouverture était passionnant en soi. Tirer délicatement sur le petit fil rouge pour fendre la bande protectrice, ouvrir le couvercle et choisir une des portions triangulaires enveloppées dans son fin papier d'aluminium étincelant. Il fallait tirer habilement sur les 2 petites languettes rouges sans déchirer le papier. Ensuite, avec le dos d'un couteau à bourron, on écrasait ce fromage incroyablement onctueux et lisse sur la mie alvéolée d'un pain de campagne à la croûte grise et farinée. La fraîcheur lactée de la vache qui rit venait équilibrer le caractère robuste et légèrement acide du pain au levain. Pour beaucoup d'entre nous, ce goûter salé était l'alternative parfaite pour calmer une faim de loup quand les placards ne contenaient pas de biscuits. C'était un mariage de texture parfait, le moelleux contre le rustique, le doux contre le fort, le tout dévoré avec un appétit joyeux et sans complexe. Il est temps de parler d'un biscuit qui divisait la cour de récréation comme aucun autre, mais qui laisse aujourd'hui un souvenir impérissable. Les mystérieux petits biscuits Chamonix. Leur apparence était unique, une petite coupole moelleuse recouverte d'un glaçage blanc nacré et craquant, posée sur une base de gâteau tendre. Dès que l'on ouvrait la boîte, une odeur puissante d'orange amère et de sucre glace s'échappait. En croquant dedans, la fine croûte de sucre se fendillait délicatement sous les dents, révélant un cœur rempli d'une marmelade d'orange très dense et légèrement collante. Les Chamonix étaient souvent considérés comme un biscuit de grands-parents, avec leur saveur d'agrumes confits qui manquait du réconfort immédiat du chocolat. Pourtant, on finissait toujours par les aimer. Ils laissaient inévitablement les doigts pégueux à cause du glaçage qui fondait à la chaleur des mains. Manger un Chamonix, c'était se plonger dans une douceur douce, amère, presque adulte, tout en sachant qu'on grandissait doucement. C'est un parfum d'hiver, un parfum de soirée où la pluie battait contre les carreaux du salon familial. Mais le plus beau des goûters, celui qui incarnait le mieux l'économie domestique et l'ingéniosité maternelle de l'époque,
C'était indéniablement le pain perdu. Rien ne se jetait dans les cuisines des années 70. Le pain rassis des jours précédents connaissait une seconde vie glorieuse. Imaginez votre mère cassant des œufs dans une assiette creuse, les battant avec un peu de lait frais et de sucre vanillé. Les tranches de pain dur y étaient plongées jusqu'à ce qu'elles soient gorgées de ce liquide jaune et parfumé. Pendant ce temps, une belle noix de beurre grésillait et roussissait dans la grande poêle en fonte noire. Le moment où la tranche imbibée touchait la poêle brûlante déclenchait un crépitement merveilleux et libérait instantanément une odeur de caramel et de vanille qui envahissait toute la maison. Le pain rassis se transformait sous nos yeux ébahis en un mets d'une tendresse inouïe, croustillant à l'extérieur grâce au sucre caramélisé, et chaud, flageolant, presque crémeux à l'intérieur. Manger ce pain perdu encore fumant, directement sorti de la poêle, c'était avaler de l'amour à l'état pur. Une magie domestique absolue. Tournons-nous vers le réfrigérateur, ce meuble blanc et ronronnant qui recelait un trésor de simplicité. Le yaourt en pot de verre de notre enfance. Que ce soit la laitière ou Yoplait, la sensation de tenir ce pot lourd, frais et trapu dans la main est inoubliable. L'opercule, souvent en aluminium fin de couleur dorée ou bleue, se décollait en faisant un petit bruit sec. En dessous se trouvait une couche de crème légèrement jaunie, que les plus gourmands s'empressaient de lécher ou de mélanger. Le yaourt de cette époque n'était pas édulcoré ou transformé à outrance. Il avait une vraie texture, une fermeté qui tenait fièrement sur la cuillère, et une légère acidité lactique qui réveillait le palais. Le grand jeu consistait bien sûr à gratter le fond et les parois du petit pot en verre avec sa cuillère à café, produisant ce cliquetis cristallin si caractéristique pour n'en laisser aucune goutte. Puis, les mères lavaient soigneusement ces pots en verre qui s'empilaient dans les placards pour devenir des photophores ou de futurs pots à confiture. Rien ne se perdait, tout se recyclait avec une poésie du quotidien. Et pour accompagner ces gourmandises, il y avait la boisson de l'avenir, la boisson des astronautes qui fascinait notre génération, la poudre merveilleuse nommée Tang. Ce sachet métallisé brillant cachait une poudre orange vive dont le simple contact visuel faisait saliver. L'expérience s'apparentait à de la chimie amusante dans la cuisine de maman. On remplissait un grand pichet en plastique d'eau fraîche, on y versait le contenu du sachet et on regardait la magie s'opérer. L'eau prenait une couleur orange fluorescente incroyable, presque surnaturelle. En mélangeant avec une grande cuillère en bois, le son mat de l'eau brassée s'accompagnait d'une forte odeur synthétique, mais étrangement séduisante, d'orange acide. Le goût du tang frappait violemment les papilles. C'était sucré, très piquant sur le bout de la langue, et ça laissait souvent les lèvres et la bouche teintées d'une légère pellicule orangée. Ce n'était certainement pas naturel, mais à nos yeux d'enfants, boire du tang, c'était boire le futur. C'était se sentir moderne et en phase avec les progrès fantastiques du monde des années 70. Revenons à des douceurs plus réconfortantes. Imaginez une petite boîte bleue ou rectangulaire posée sur l'étagère de l'épicier. À l'intérieur, de petits bijoux couchés les uns à côté des autres. Les oursons en guimauve enrobés de chocolat, inventés par Sémois. Sortir délicatement l'un de ces petits oursons de sa boîte demandait de la précaution pour ne pas briser sa fine carapace chocolatée. Le miracle se produisait dès la première morsure. On ressentait le léger craquement du chocolat au lait fin et croquant, qui s'effondrait instantanément pour laisser place à la tendresse absolue, au rebondi aérien de la guimauve blanche. La guimauve s'étirait doucement, révélant un cœur d'une douceur cotonneuse et parfumée à la vanille. Le contraste entre le chocolat dur et le nuage de guimauve créait une sensation presque régressive de sécurité et de confort parfait. C'était le goûter qu'on réclamait après une mauvaise note à l'école ou un chagrin d'enfant, car rien au monde ne consolait plus vite qu'un petit ourson décapité avec une infinie tendresse. Parmi les trésors que l'on pouvait s'offrir avec les quelques francs donnés par nos parents, il y avait le sachet jaune mythique, les Treats, les ancêtres de nos actuels bonbons ronds enrobés. Leur slogan résonne encore dans nos têtes. Ils fondent dans la bouche, pas dans la main. Ce petit sachet produisait un bruit de hochet irrésistible quand on le secouait. On l'ouvrait souvent avec les dents, dans la hâte de la fin de journée.
À l'intérieur, de grosses cacahuètes torréfiées, généreusement enrobées de chocolat au lait, elles-mêmes recouvertes d'une coque de sucre colorée, souvent brune, jaune ou verte. Le plaisir résidait dans l'attaque de la coque. On la laissait fondre quelques secondes pour affaiblir le sucre, puis on croquait franchement. L'explosion de la cacahuète salée, mariée à la douceur du chocolat et au croquant du sucre de la coquille brillante, était un triomphe de gourmandise. Se promener dans les rues d'automne, en pêchant aveuglément dans ce sachet jaune de notre main libre, c'était l'assurance d'un voyage vers la maison sans le moindre ennui. Nous devons aussi célébrer un dessert ancestral qui revenait souvent comme goûter lors des froides journées d'automne, quand les arbres du jardin perdaient leurs feuilles. La pomme au four cuite avec passion ou la compote maison. Dès le couloir d'entrée, une chaleur douceâtre et un parfum profond de cannelle, de sucre roux caramélisé et de pommes rôties vous saisissaient. Nos mères prenaient de belles pommes rainettes de la corbeille à fruits. Elles les évidaient au centre, y glissaient une belle noix de beurre salé, une grosse cuillerée de sucre en poudre et parfois un soupçon de confiture au cœur. Après un long passage au four, la pomme en ressortait fripée, affaissée, baignant dans un sirop naturel, sombre et bouillonnant. Manger cette chair fondante et brûlante, en raclant avec la cuillère le sucre cristallisé au fond du plat en terre cuite, c'était absorber la chaleur même du foyer. Quant à la compote tiède, avec ses petits morceaux non écrasés et son léger goût d'oxydation naturelle, elle rappelait le verger et la terre, loin de la purée lisse et industrielle des petits pots d'aujourd'hui. Dans la cour de récréation, comme sur le chemin du retour, régnait un monstre sacré, rose, massif et délicieusement vulgaire. Le gros chewing-gum Malabar. Acheter un Malabar à la boulangerie, c'était le début d'un grand cérémonial. On dépliait soigneusement le papier jaune et rose. Immédiatement, l'odeur chimique, incroyablement forte et sucrée, nous sautait au visage. À l'intérieur du papier se cachait un trésor, souvent plus convoité que la gomme elle-même, la petite vignette renfermant un tatouage éphémère. On déposait le grand rectangle rose dans la bouche, où il paraissait d'abord rigide, avant de s'assouplir sous l'effet de la salive. En mastiquant bruyamment, on récupérait la vignette, on léchait généreusement son propre avant-bras ou celui d'un camarade, on appliquait le papier face contre peau et on pressait fort avec la paume de la main. Retirer le papier pour découvrir l'encre marine ou le visage d'un pirate imprimé sur notre bras, pendant qu'on tentait de faire éclater la plus grosse bulle rose possible devant notre nez, voilà l'attitude rebelle de la jeunesse des années 70. Comment évoquer le goûter sans parler du biscuit qui porte si bien son nom qu'il semblait avoir été inventé uniquement pour ce moment de la journée? Le petit écolier. Ce biscuit rectangulaire, beurré et dentelé, surmonté d'une épaisse et solide tablette de chocolat pur beurre de cacao, sur laquelle figurait le dessin en relief d'un enfant d'une autre époque, avec sa cape et son panier. Le petit écolier n'était pas seulement un goûter, c'était un dilemme stratégique. Y avait-il une bonne façon de le manger? Certains puristes commençaient par grignoter méthodiquement la petite bordure de biscuit sec qui dépassait tout autour du chocolat. D'autres, plus audacieux, tentaient de décoller la tablette entière d'un seul coup de dent incisif, risquant de la briser en 1000 morceaux. Le plus grand plaisir résidait dans ce mariage parfait. Le biscuit était croquant, presque salé, équilibrant majestueusement la force et l'épaisseur du chocolat dur qui fondait lentement contre le palais. Manger le petit écolier, c'était honorer une tradition séculaire, se sentir faire partie d'une longue lignée d'enfants rentrant de l'école le ventre creux. Pour les jours de grandes fêtes, souvent le dimanche ou le mercredi après-midi chez les grands-parents, un objet magique était sorti du fond du buffet de la cuisine. Le vieux gaufrier en fonte lourd et brûlant. La préparation de la gaufre au sucre glace, faite par grand-mère, était un spectacle total. La pâte fluide et riche en nœuds était versée à la louche sur les plaques crantées et brûlantes. Fermer le gaufrier provoquait un long sifflement. Un nuage de vapeur s'échappait des côtés, embaumant toute la maison d'une odeur de pâte grillée et de vanille si puissante qu'elle faisait tourner la tête. La gaufre sortait, souple au centre et croustillante sur ses bords dorés. La touche finale, indispensable, était le poudrage intensif de sucre glace
au travers d'une petite passoire fine. Le sucre formait un manteau neigeux et épais qui remplissait chaque petit carré de la gaufre. À la première bouchée de la gaufre encore brûlante, on inhalait inévitablement un peu de cette poussière sucrée, ce qui nous faisait tousser joyeusement, la bouche pleine de cette pâte réconfortante et moelleuse qui goûtait l'insouciance absolue. Nous voici arrivés au dernier souvenir de ce voyage sensoriel, le plus profond, le plus authentique. Celui de la tartine de confiture maison étalée avec amour. Descendre à la cave chercher un bocal lourd en verre, recouvert d'une étiquette collante, où était inscrite à l'encre bleue la date et le nom du fruit, écrite de la belle main tremblotante d'une grand-mère ou d'une mère attentive. Fraises, abricots, mûres sauvages ramassés à la fin de l'été, au bord des chemins ruraux. Le couvercle s'ouvrait dans un claquement sourd, libérant l'odeur concentrée des beaux jours passés. La confiture était épaisse, sombre, remplie de vrais morceaux de fruits translucides qui brillaient comme des rubis à la lumière de la fin de l'après-midi. L'étaler généreusement sur une tranche de pain blanc beurré, s'était étalé le soleil capturé de l'été précédent sur la toile blanche de l'hiver en cours. La confiture débordait souvent sur les doigts, collant les poignets. C'était un goûter qui racontait le cycle des saisons, la patience, la transmission familiale et un amour silencieux mais immense. Ce n'était pas juste du sucre et du pain, c'était le cœur de notre famille étalé là, juste pour nous. En réalité, lorsque nous repensons à ces vins goûtés merveilleux avec tant d'émotion, ce ne sont pas seulement le sucre, le chocolat ou le pain frais que nous pleurons secrètement. Ce que nous regrettons profondément, c'est cette époque bénie de notre jeunesse. C'est l'innocence totale de nos jeunes années, la présence rassurante de nos mères et de nos grands-mères dans la cuisine, et cette impression tenace que le temps nous appartenait, qu'il était infini et bienveillant. Ces aliments simples étaient les vecteurs d'un amour sans mots, d'une chaleur humaine qui ne s'achetait dans aucun supermarché, et que les emballages plastiques modernes n'ont jamais pu remplacer. J'espère que ce voyage dans le temps a réchauffé votre cœur aujourd'hui. Si cette promenade dans vos souvenirs vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu pour soutenir notre travail. Et maintenant, je me tourne vers vous. Fermez les yeux une dernière fois et dites-moi, quel est le goûter précis qui vous ramène instantanément à vos 10 ans? Racontez-moi votre plus beau souvenir de retour de l'école dans l'espace des commentaires. J'ai hâte de partager vos histoires.